bienvenue sur La Perme, donc l'émission d'actualité de la semaine, avec ce soir un gros programme comme d'habitude, avec Samir qui va gérer une bonne partie de ce programme. Et donc pour La Perme, on va tout d'abord parler d'un président de la mosquée de Pessac, qui s'appelle Abdelrahman Redouane, et qui est menacé d'expulsion. Et on a aujourd'hui le comité de soutien donc à ce président de cette mosquée qui est avec nous ce soir et qui va nous aider à mieux comprendre cette situation et comment est-ce qu'on peut faire pour le soutenir et nous mobiliser, alors que, et Samir, tu vas le dire juste après moi, on est très très peu à en entendre parler, à en parler, etc. Donc vraiment, c'est l'occasion de déblayer un sujet qui fait l'objet de très peu de commentaires, à notre plus grand malheur. Ensuite, on abordera la question des révoltes en Martinique. Il y a un petit décalage, mais j'espère que ça va s'arranger. Donc la question des révoltes en Martinique, les gens, on a déjà fait une émission avec le Moicast sur la problématique de la vie chère, parce que ça vient pas de commencer il y a 2 jours, ça fait déjà plusieurs semaines, donc je suis contente qu'on ait fait cette émission, parce que là ça nous permet d'avancer. On va pas tout réexpliquer, mais bon, c'est l'occasion de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Voilà. Et évidemment, on va parler de l'actualité dramatique avec la guerre régionale qui a lieu au Liban, avec les bombardements d'Israël et avec le Hezbollah et notamment l'Iran aussi. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà les gens, je refais la petite promo. On l'a fait toujours cette promo. Toujours, il faut. On l'a fait toujours. Donc sur le magazine... pour ceux qui le voudraient, le numéro 1 est sold out. Exactement, le numéro 1 est sold out. Mais le numéro 2 est encore en vente, mais il n'en reste pas beaucoup. Donc franchement, foncez, parce que là, ça va être les derniers exemplaires. Et commencez même pas à pleurer après, une fois que ce sera vendu, parce que quand ce sera terminé, ce sera terminé. Voilà, donc achetez-le sur le site du QG des Coloniales. Voilà, il y a le site de la revue. Ou dans les manifs, vous cherchez Ouria Boutelja dans les manifs. Et en général, elle a toujours quelques exemplaires. Et je trouve que chaque semaine, le titre est de plus en plus, j'allais dire, réaliste, ouais. Terroriste. C'est celui qui dit qui est. Voilà. C'est vrai, ça fait combien de temps qu'on l'a fait, ce magazine ? Ça doit faire presque 6 mois. Et il vieillit très bien. Et en fait, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui comprennent le double sens du titre qu'il y a 6 mois. Donc ça prouve que malheureusement, la situation ne fait que confirmer ce que nous, on craignait. Mais bon, les oiseaux de mauvais augure, Youssef. Exactement. Et ensuite, on a l'émission avec Wissam, donc l'émission spéciale sur le printemps républicain, un racisme de gauche. Et là, c'est une énorme émission parce qu'on a Aurélien Bélanger qui est un auteur et qui a écrit un roman. Donc c'est intéressant là aussi la forme roman, mais je pense qu'ils en parleront bien les deux tout à l'heure avec Romain et Wissam. Donc un roman sur qui s'appelle avec Romain. Les derniers jours. Les derniers jours du Parti socialiste. Où il évoque très très bien cette question-là du printemps républicain, comment ça a une influence sur le Parti socialiste et comment ça l'a caractérisé, et ce qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce que nous on est radicalement opposés au Parti socialiste, et ça date pas d'hier, donc ce sera l'occasion... non, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, et ce sera vraiment l'occasion d'y revenir, donc moi je trouve ça intéressant, ça nous permet de nous replonger dans sa création même, carrément. Voilà, ça nous permet de nous replonger dans une histoire plus ou moins récente, plus ou moins ancienne, donc qui est très très importante pour nous à comprendre. Et qui est lié aussi avec l'émission que tu avais fait la semaine dernière. Je trouve qu'il y a un lien dans le sens où la France-Afrique, Mitterrand a eu un rôle très important dans la France-Afrique, et il a également eu un rôle très important dans la mutation, si on peut dire, du Parti socialiste avec le congrès d'Épinay. La création. La création. C'était pas avant. La création, pardon. C'était tout à fait. Donc, du coup, ça fait sens. Et donc, je vous renvoie à l'émission qui a été diffusée la semaine dernière. Donc, c'était avec Fabien Deltombe. Merci pour la promo. Et Thomas, j'ai dit quoi ? Fabien. C'est son frère. T'as pensé à Roussel. Non, c'est son frère, Fabien Deltombe. Donc, Fabien, si tu nous regardes, Fabien Deltombe, mais rien à voir. Donc, Thomas Deltombe. Et si quelqu'un peut mettre le lien, voilà, allez mater cette vidéo avec Jimé, Mariam et donc Thomas Deltombe. C'est juste pour savoir si vous étiez concentrés. De ouf. Eh ben, tu me fais ma promo, je fais ta promo, Samir. Tu vas sortir une petite vidéo un peu piquante bientôt. Écoute, j'ai pas spécialement envie d'en parler là tout de suite parce que ça va sortir, il y a ta tête en face cam. Voilà, je profite des derniers jours de vie sereine qu'il me reste. Après, plus rien ne sera pareil. Je te jure. Non mais, donc, vas-y. Non mais merci Samir, parce que tu portes la voix du collectif. C'est ça qu'il faut comprendre dans PDH.
Les vidéos, comment dire, les vidéos qu'on fait sur YouTube, c'est des vidéos collectives. C'est pas Samir qui vient dans son coin qui se dit je veux dire ça sur machin. Non. Collectivement, on se dit on va dire ça. Samir, tu vas mettre ta tête. Mais... on peut même dire la petite cuisine interne. Hein. En général, il y a une personne qui écrit. C'est-à-dire, on choisit un thème parce que ça provient des discussions qu'on peut avoir entre nous où il y a un thème qui émerge et où on dit voilà, il faut parler de ce thème-là. Là, donc, en l'occurrence, Mediapart et j'allais dire sa collusion, si on peut le dire comme ça, avec le sionisme de gauche. Et donc, on analyse avec des faits, c'est quelque chose de fouillé, de documenté. Et ensuite, il y a donc des personnes qui rédigent, beaucoup de personnes qui relisent, qui critiquent, qui reprennent, etc. Et après, il y a une personne qui incarne. Et dans la personne qui incarne, il y a aussi un travail, j'allais dire, de production. Donc là, en l'occurrence, c'était avec Yazid et avec Mehdi, avec qui on a passé un très bon moment hier, je crois. Après je me trompe peut-être c'était pas réciproque, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment. Et au final après il y a les gens qui font les miniatures, il y a les gens qui font le montage, nous on a le monteur décolonial, on a les gens que tu m'avais cité, les gens qui font les miniatures, on peut peut-être les citer. Mais peut-être pas pour celle-là, mais les gens qui font les miniatures Oui, il y a Laure, il y a Abed. Voilà. Il y a celui qui a 4 prénoms là, qui a 4 pseudos, Hicham. Et c'est pour ça que j'ai bugué. Je voyais plus de qui tu parlais, mais là je viens de voir. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Mais ce que je trouve fort, c'est ça, si tu veux, c'est le fait justement que ce soit un travail collectif comme tu as dit, mais c'est que je crois que les gens ils se rendent pas compte. C'est que nous, c'est pas notre métier. C'est-à-dire là, Mariam, elle rentre du travail. Tu vois, Youssef, il rentre du travail. C'est ce qu'on appelle le bénévolat. Je suis mineur. Voilà, je veux dire, tous les gens que vous voyez sur PDH ne gagnent pas de sous. Donc vraiment, moi, si j'étais pas membre de PDH, que je regardais et tout, bah, franchement, je donnerais des sous pour soutenir cette action parce que franchement, je trouve que voilà, PDH a une action, j'allais dire, presque d'utilité publique. Pas de sous, je le volerais pour donner à PDH. Et vraiment, on a besoin de vous pour consolider tout ce qu'on est en train de faire et pour faire encore plus. Oui, n'hésitez pas à prendre des abonnements ou à offrir des abonnements ou à donner sur le Tipeee, les gens. Pour Noël. Et j'en profite pour Halloween, pour je sais pas quoi là, octobre. Pour Thanksgiving. Voilà. Thanksgiving, tout ce que vous voulez. Offrez Black Friday, je sais pas quoi. Et pas des dindes, des abonnements. Des abonnements, ouais. Et j'en profite pour quand même saluer tous les gens que nous rencontrons tous les jours dans la rue, dans les liens, qui nous remercient pour notre travail. Vraiment, vraiment, ça fait quand même plaisir. Hein. Tous les jours, on nous rencontre, nous tous, dans le métro, dans des lieux collectifs. Et là, ça fait quand même vraiment plaisir. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir accompagner cela d'un petit soutien financier. Mais en tout cas, même ces paroles que les gens nous donnent, ça réchauffe et ça encourage à... non, mais en plus, nous, on doit avoir aucun complexe à demander du soutien financier. Pas, parce que je veux dire, d'autant plus que c'est pas de l'argent, c'est pas des salaires. C'est nous, ça va nous servir. Je pense qu'on le montre en plus, émission après émission, la qualité des images. C'est dû aux nouvelles caméras. La qualité du son, c'est dû aux nouveaux micros. Même si l'équipe technique, elle contribue beaucoup par des fois son propre matos, mais justement, on veut développer notre produit. Nos capacités propres. Si on peut dire ça, en tout cas, nos capacités de production, comme dirait l'autre. Et donc ça passe par des moyens. Des moyens. Et ne serait-ce que pour prouver qu'on n'est payé ni par Poutine, ni par l'Iran, ni par la CIA, comme certains que je ne cite pas. Donc voilà, nous sommes totalement autonomes. Voilà. Absolument. Voilà. Et un dernier mot peut-être sur vendredi. Oui. Voilà, juste pour annoncer, on le refera après, mais donc pour annoncer que vendredi, tout est permis. Vendredi, il y aura donc un meeting contre la répression. Et là, du coup, ça fera la transition avec vous, messieurs. On va vous présenter juste après. Un meeting contre la répression organisé par Urgence Palestine. Urgence Palestine qu'on salue chaleureusement, avec qui on a organisé ce petit moment historique qui a eu lieu la semaine dernière. On n'en dira pas plus. Ouais, c'est bon là, c'est bon. C'est bon. Tout le monde a fait son beurre dessus sur Twitter là. Un petit moment de cirque, c'était vraiment Il y a eu le beurre, il y a eu l'huile d'olive, il y a eu tout là. Ouais. Donc en soutien à tous les défenseurs des droits humains mobilisés contre le génocide en cours dans la bande de Gaza et maintenant au Liban. Et ce meeting aura lieu vendredi 18 octobre à partir de 19h à la Bourse du Travail d'Aubervilliers. C'est pas Gennevilliers ? C'est d'Aubervilliers. Ah d'accord, je pensais que c'est Gennevilliers. Donc 92 avenue Victor Hugo, 93 300 Aubervilliers, métro, Aimé Césaire, ça ne s'invente pas.
Voilà. On enchaîne ? On enchaîne, ça. On enchaîne. Donc, même si les circonstances sont un peu, un peu tristes et, révoltantes et un peu même dramatiques, on peut le dire comme ça, hein. On est quand même très heureux de vous recevoir. On va commencer par Nordine Aoussat, qu'on connaît déjà très bien. Le plus âgé. Voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé par toi. Parce que, je suis pas sûre. Entre lui et Youssef ? Ouais, mais là, je parlais de nos deux invités. Non, les invités. Voilà, je parlais des invités. De la maison. Désolé, Youssef. On le présente plus, Youssef. Ça y est, c'est bon. Tu me pardonnes, Youssef. Donc, Nordine Aoussat, qui est imam, qui a déjà eu l'occasion de venir nous rencontrer, notamment par rapport à la lettre ouverte que tu avais écrite au grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a encore fait des siennes, depuis. Absolument. Voilà. Juste lettre ouverte, parce que je précise quand même que Nordine a été un des très rares, si ce n'est le seul, à un moment où beaucoup se vautrent dans la collaboration, on peut vraiment parler de collaboration, avoir fait cette lettre, qui a été l'expression même d'un sentiment humaniste qui aurait dû habiter tout le monde. Et ça avait beaucoup plu, hein. Je me souviens, c'est une des permes qui a fait le plus de vues sur YouTube, et il y avait eu 80 000 vues. C'est énorme, hein, ça a été un hit, c'est à souligner. Mais je pense parce que ça tient aussi des réseaux qui sont, animés et entretenus au sein de la communauté musulmane, justement par des personnes qui justement essayent d'informer au maximum et d'impliquer au maximum les gens dans ce qui se passe dans leur pays, en fait, tout simplement, quoi. Donc bienvenue à toi, Nordine. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous, salam alaikum, shalom, salut, voilà. Shalom, salut. Et donc, nous avons également le plaisir. Non, mais quand je te vois, pour l'instant, si tu veux, j'ai toujours cette image qui me vient en tête de cette émission que j'ai dit émission mythique, mais bref, on n'en parlera pas. Et on a le plaisir d'accueillir Ryan Freschi, qui est donc chercheur sur l'islamophobie et fondateur ou membre de l'association Cage International. Donc bonsoir Ryan, bienvenue à toi. Bonsoir. Et peux-tu nous expliquer aux auditeurs ce qu'est la fondation, enfin l'organisation Cage International. Merci beaucoup pour l'invitation, salam alaikum tout le monde. Alors Cage, non, je ne suis pas membre fondateur parce que j'avais 10 ans quand ça a été fondé, en 2003 en fait à l'époque. Et le premier objet en fait de l'assaut, c'était de documenter Guantanamo. Vous savez, à l'époque, c'est le début de la guerre contre la terreur. Donc, on a l'invasion de l'Afghanistan juste après le 11 septembre. Il y aura ensuite l'invasion de l'Irak, mais d'abord l'invasion en Afghanistan. Et toute une série de rafles sont menées en Afghanistan, mais aussi ailleurs. Donc toute une série de rafles sont menées et des centaines d'hommes musulmans vont être en fait enfermés, détenus d'abord en Afghanistan puis ensuite à Guantanamo sur la base américaine. Et à l'époque, tout ce qu'on a, c'est quelques photos en fait. Vous savez, les photos des détenus avec leur combinaison orange et c'est la seule information qu'on a. On se doute évidemment qu'ils vont passer un sale quart d'heure, mais c'est tout ce qu'on a comme information. Et il y a un petit groupe de musulmans, d'activistes en Angleterre, en fait, qui va prendre la décision d'enquêter, tout simplement. Pour vous donner un peu l'anecdote, il y avait l'un des fondateurs de Cage, c'était un médecin et qui faisait de l'humanitaire en Afghanistan et qui avait réussi à quitter l'Afghanistan quelques jours à peine avant l'invasion. Oui. Et donc il est face à ce dilemme moral, il se dit mais finalement moi j'aurais pu être raflé et me retrouver à Guantanamo, donc je vais faire ce travail d'investigation. Et donc petit à petit on va découvrir les noms des personnes qui sont là-bas et surtout les pratiques qui y sont menées, les tortures atroces, etc., etc. Le réseau derrière, ce qu'on appelle les black sites, c'est-à-dire le réseau qui mène de centres de détention illégaux mis en place par les États-Unis dans le monde musulman en fait, soutenu par les gouverneurs laïcs entre autres. Et donc la première grande victoire de l'organisation, ça a été de publier la première liste de détenus et qui sera en fait reprise par le Washington Post en 2006. Très bien, merci beaucoup. Et juste un détail géographique, mais Guantanamo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une enclave sur l'île de Cuba. Quoi. Tout à fait, donc voilà, toute l'histoire est folle, mais limite là, du coup là, tu nous as un peu chauffé, je pense aussi avec Youssef, et c'est vrai que ça donne envie
poursuivre cette discussion voilà, sur ce sujet-là, mais on en aura l'occasion, j'espère, Inch'Allah. Là, aujourd'hui, on est là pour parler donc, de Monsieur Abdourahmane Ridwan. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Mariam, Abdourahmane Ridwan n'est pas imam. Et ça, je te laisserai l'expliquer, etc. Et pourquoi peut-être on a donné cette qualification. Et j'ai envie de dire, alors, j'ai lu un peu les documents, j'ai vu les vidéos, et donc, notamment il y a un reportage de Blast, il y a un reportage sur le média. Toi, on te voit sur le média, je crois, au début. Blast, voilà, donc vraiment, je vous renvoie, et si on peut mettre les liens, allez les voir, mettez des likes, comme ça leur donnera envie de faire d'autres reportages sur l'islamophobie, parce qu'en fait, on se rend compte que, comme on disait tout à l'heure, avant l'émission, en fait, un cas en chasse un autre. Il y a eu beaucoup de cas. Oui, bien sûr. Et en fait, là, sauf que Monsieur Ridwan Abdourahmane, c'est une vraie personne. Et là, actuellement, c'est une personne qui est détenue, qui est dans un lieu de rétention, qui est dans un lieu carcéral, un centre de rétention administratif, et qui risque d'être évacué du territoire. Donc, alors qu'il vit là depuis 35 ans pacifiquement. C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et sa qualité de président d'une association musulmane est déterminante dans toute cette situation. Donc c'est pour ça aussi que je pense que vous vous êtes engagé au-delà de l'aspect purement humaniste. Et donc on est là pour parler de ça. Donc maintenant, je vais tout simplement vous laisser la parole. Peut-être nous expliquer un petit peu justement le contexte, les dates, un petit peu, sans rentrer dans trop de détails, mais en gros, les jalons, il y a vraiment la date du 8 août, et puis la date du 6 septembre, je crois qu'ils sont des dates un peu charnières dans l'histoire. Et puis voilà, dire ce que vous avez à dire. Et je tease aussi un petit peu, on a eu un entretien hier téléphonique avec Abdourahmane. S'il a l'occasion de regarder cette émission, peut-être on essaiera de lui passer un petit coup de fil juste à la fin. Voilà, en tout cas, on lui passe un salam un jour, il regardera cette vidéo. Et Abdourahmane, on est avec vous de tout cœur. Lui peut appeler, mais je ne sais pas si... lui peut appeler, mais je ne sais pas si nous, on peut appeler. On va essayer de l'appeler, ou il va essayer de nous appeler. Et il y avait un communiqué qui a... une planche, avec un communiqué, avec un peu toutes les informations. Et l'épitaphe, je crois qu'on dit comme ça, non, pas l'épitaphe, le chapeau, ou le sous-titre, c'était « Si tu veux rester en France, silence ». Absolument. Ça s'avère que c'est de plus en plus, on le voit de façon flagrante, je précise. Ridwan Abdourahmane, contrairement à la personne qui vous parle, Noureddin Ossat, on a à peu près des points communs. Hein. On a des points communs. C'est un primo-arrivant. Je suis un primo-arrivant. Il est arrivé en 91, je suis arrivé en 87. Je suis imam, par contre. Lui, il est président d'association. Il n'est pas imam. Et c'est très intéressant de comprendre ou d'essayer de comprendre pourquoi les médias français aiment bien mettre le titre d'imam à quelqu'un qui ne l'est pas. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée début des années 2000. J'étais à Marseille. Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais à Aix-en-Provence, je connais bien Marseille, j'ai fait l'université à Marseille, etc. Je passe par là-bas. Et on lit dans la presse un tel, nom, prénom, etc., imam à Marseille, qui vient d'être expulsé. Et je connais bien les amis de Marseille, on était dans une librairie, je leur dis, vous connaissez cet imam? On me dit, on n'a jamais entendu parler. Pensez-vous qu'il existe? Non, il n'existe pas. En fait, on est capable d'inventer un imam... Tu parles bien de celui auquel je pense. Moi, j'ai oublié le nom, je ne l'ai même pas retenu. C'est le frère, enfin ils sont deux frangins. Il y en a un qui est à Paris et je crois que c'est Benchir, n'est-ce pas? Ah non, c'est autre chose, c'est une autre histoire celle-là. Parce qu'ils ont inventé. Ça c'est une autre histoire. Ah non, parce qu'ils ont inventé. Ils ont inventé. Un autre registre que je connais très bien. Non, mais ils ont inventé le titre. Tu parles de Raleb. Tu parles de Raleb. Ben oui, ils ont inventé le titre de grand imam de Marseille. Il n'a jamais été imam et il n'y a jamais eu de grand imam en plus. Ça c'est une autre histoire. J'en parle dans mon livre et j'en parle dans un article. Parce que c'est aussi une histoire de dingue. Sorti en 2007, c'est l'imam sans mosquée. Là, c'est ça. Voilà. Lui, en fait, à l'arrivée de Dalil Boubacar, à l'époque que tu as ouvert la parenthèse, il faut, comment dirais-je, expliquer. Il faut la fermer à cause des courants. Pas trop. Non, faut fermer la parenthèse à cause des courants d'air. Juste, voilà. Ça, encore, ça parle de l'imam, puisqu'on reste toujours. Cet homme-là, qui n'était pas imam,
il était ici à Paris, il avait son salaire à la mosquée de Paris. Oui, il y a un changement au niveau de la présidence de la mosquée de Paris. On le parachute à Marseille, Moufti de Marseille. Moufti de Marseille. Imam, voilà. Moufti de Marseille. Moufti de Marseille. Voilà. Moufti de Jérusalem. Voilà. Moufti de Marseille, imam à Marseille, Mina. Jamais. Lui-même, déjà, s'il va faire la prière, oui. C'est beaucoup. Bon, on ferme la parenthèse. C'est le même truc en général. C'est dire combien, malheureusement, je le dis bien avec beaucoup de tristesse et de désolation, l'imam en France est écrasé par l'État français. Je dis bien, je rentre directement dans le propos, l'État français, le ministère du culte ne fait aucun cas du titre, du terme imam, et depuis très longtemps. Et j'ai des choses encore à dire. Abdulrahman n'est pas imam, donc il est président d'association, voire même c'est un président d'un collectif de mosquées. 5 mosquées, à Pessac, à côté de Bordeaux. Il a 59 ans, il est en France depuis 91, il n'a commis aucun délit. Tout simplement, j'ai assisté le 6 septembre au tribunal administratif de Paris, j'ai écouté l'avocat de Abdulrahman Ridwan, j'ai écouté l'avocat de l'époque de Darmanin, disons qui était déjà démissionnaire, on est le 6 septembre, d'accord, mais qui en tombe des nues, on tombe à la renverse qu'on entend longtemps, cette avocate collait tout et n'importe quoi. À la limite, si un verre qui s'est cassé dans une cuisine d'un restaurant important, on va le coller à Ridwan Abdulrahman. On fait le lien avec Mira, on fait le lien avec Paty, puisqu'on en parle, Samuel Paty, on fait le lien avec l'antisémitisme, mais quoi encore ? Mettez-le en prison, cet homme. Ne l'expulsez pas. S'il a commis tant de délits, il tombe sous la loi. Il n'y a pas lieu de l'expulser. Il faut qu'il passe. Mais bon, c'est un dossier, je le dis, bidon. Zéro, il n'y a rien. Mais sauf que face à la machine de l'administration... Et la machine raciste, c'est carrément une machine raciste. Que peut faire une personne toute seule, soutenue par un petit comité de quelques personnes. Malheureusement, on est dans ce cas-là. Mais le drame, il est réel. Le drame, il est entier. Le monsieur, ça fait 2 mois qu'il est... 9 semaines, 2 mois et 1 semaine qu'il est en centre de rétention au Charles de Gaulle. J'ai été le visiter et c'est la première fois que je le rencontré mardi dernier, il y a 13 jours. Il était très content de me voir et j'irai le voir. Et j'irai encore le voir et je lui parlerai parce qu'il a besoin de notre soutien. Direct. Merci. Voilà. Ouais. Alors Ryan, justement, on peut, pour aussi compléter tout ce que vient de dire Nordine, peut-être, voilà, on parlait des dates et un peu de l'aspect, entre guillemets, je ne vais pas dire technique, mais un petit peu essayer de voir un petit peu la chronologie de cette, j'allais dire, de ce scandale d'État. Il y a plusieurs éléments qui, à mon sens, sont tout à fait centraux dans cette affaire et qui font que, finalement, son affaire elle est très symbolique du traitement des musulmans en France. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le discours politique qui sous-tend sa persécution. Et quand on regarde, comme tu l'as mentionné, en fait, le raisonnement de la Cour, ce qui est assez délirant, c'est que, finalement... Ils reconnaissent qu'il n'a jamais été condamné pour rien du tout, ok, très bien. Cependant, il place la focale sur ses discours à lui et sur sa parole, disons, politique, contestataire, qui, entre autres, condamne le génocide et soutient le peuple palestinien. Et c'est véritablement là, en fait, le cœur de la répression, puisque lorsque vous lisez la décision, on vous dit, oui, mais... Monsieur Ridwan, vous condamnez le génocide, vous soutenez le peuple palestinien, mais après tout, le peuple palestinien, sa résistance, eh bien, c'est aussi le 7 octobre, eh bien, c'est aussi la violence politique à l'encontre du régime sioniste. De pouvoir juger comme ça. Exactement. Donc, en fait, en reprenant en fait, cette parole contestataire qui est hyper légitime, je veux dire, qui est tout à fait normale, eh bien, on l'utilise contre lui. Et ce qui est incroyablement délirant, moi, quand j'ai lu la décision, j'étais choqué.
on retient l'ambiguïté, qui en plus n'existe pas, l'ambiguïté du discours contre lui. On lui dit oui, mais vous avez jamais rien dit pour condamner le 7 octobre. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, bah du coup, ça pourrait signifier qu'après tout, vous incitez à la violence à l'encontre de la communauté juive, Oui. etc., Donc, en fait, il le condamne pour ce qu'il n'a pas dit. Exactement. Mais justement, Exactement. et je précise, ça c'est un élément nouveau dans le droit, parce que ce qu'il y a de grave, et les gens ne voient pas toujours, pensent qu'il s'agit de cas particuliers. Ce ne sont pas des cas particuliers, ouais. parce qu'après ça fait jurisprudence. Et quand je parle de jurisprudence, c'est pas uniquement une jurisprudence au niveau des textes, mais c'est une jurisprudence au plan moral et au plan politique. C'est-à-dire que s'il est établi qu'un non-dit mais une ambiguïté est une marque de condamnation, mais c'est précisément là la justice expéditive d'une époque. D'accord. C'est le signe, en fait, c'est un signe de destruction totale du droit, de l'état de droit. Caractéristique d'un État qui est défaillant. Et où il n'y a plus l'état de droit. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez être condamné pour des choses que vous n'avez pas dites. Mais Kafka et Orwell sont largement dépassés. Kafka et Orwell sont largement dépassés parce que c'est exactement ça qu'il y a dans Kafka, dans le procès. Hein. C'est qu'il est arrêté, il ne sait pas pourquoi. Et les gens qui l'arrêtent d'ailleurs ne savent pas pourquoi non plus. Hein, quand ils viennent le chercher au petit matin dans le roman de Kafka. Et c'est à lui de savoir. C'est à lui de savoir pourquoi on l'arrête. Mais là, c'est exactement cela. On est arrêté et on peut subir une très grave condamnation parce que l'expulsion, c'est pas rien du tout. On se retrouve séparé de sa famille, de tout ça. C'est qu'en fait, parce qu'on n'a pas dit quelque chose. On anéantit sa vie, en fait. On anéantit sa vie. C'est incroyable. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Sa vie, elle est à Pessac. Sa vie, elle est en France. Voilà. Moi, j'ai appris à le connaître là en préparant. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est un travailleur social. On va redonner la parole à Ryan juste après. De haut niveau. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'ai travaillé dans le social pendant 25 ans, voilà, dans différents postes, etc. Lui, je veux dire, il s'est engagé dans des missions en plus très, très impliquantes avec des jeunes en difficulté, etc. Dans son quartier, dans le quartier où est la mosquée de Pessac, il a une action sociale hyper, forte. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et du coup je te redonne la parole, Ryan. Ouais, vas-y. Il a comment dire, il a toujours, enfin, il a jamais eu de propos qu'on puisse criminaliser, et c'était ce que disait Nordine également. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire, et ça prouve ce que tu disais là, tu disais, voilà, on lui fait pas un procès normal, on veut l'expulser. Et moi, je pense que l'État français veut faire la preuve qu'il agit à la fois contre ce qu'il considère comme l'islamisme et ce qu'il considère comme la loi immigration. Et on avait vu avec l'affaire Iqiyoussen, rappelez-vous, comment ils utilisaient la nouvelle loi immigration pour justifier l'expulsion des imams. Et donc, ce que je trouve intéressant, bon, là, c'est même pas un imam, mais bon, ils englobent ça, on expulse les imams. Ils se disent, on va prendre un imam qui, à la fois, n'est pas français et à la fois a le volet musulman, etc., plus les imams qu'on contrôle avec notre loi séparatisme, blablabla. Et donc on prend les deux et c'est parfait pour servir notre discours de regardez comment on agit contre le terrorisme, contre l'islamisme et contre l'immigration. Oui, c'est parce qu'il y a une politique contre l'immigration, contre les immigrés dans ces mêmes tribunaux administratifs. Ça fait vraiment le lien là. Dans ces mêmes tribunaux administratifs où tous les jours des gens sont expulsés, les OQTF, etc. Mais là, avec les imams, c'est encore plus vicieux. Là, c'est plus. Voilà. Tu fais banco quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est vraiment de voir à quel point qu'est-ce que projette l'État sur la figure des hommes musulmans et des leaders religieux musulmans. C'est-à-dire que, comme tu le précisais, finalement, on s'en fout de savoir ce qu'ils ont dit. Par principe, ce sont des personnes qui sont dangereuses, par principe. Et par conséquent, parce qu'il y a cette dangerosité innée qui, à un moment ou à un autre, va s'exprimer, eh bien, ça justifie qu'il n'y ait plus d'état de droit, finalement, et qu'on puisse systématiquement mettre en place des mesures administratives les plus choquantes. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, et c'est normal, Noureddine a mentionné donc l'avocate du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que sur la plupart de ces affaires-là, celle de Ridwan, mais d'autres aussi, la personne qui est en charge de mener cette persécution, c'est une femme qui s'appelle, j'invente pas le nom, elle s'appelle Pascale L'Église. Elle est née en 1958 en Algérie. Ah ouais. Donc elle a tout un long un bon vin et une bonne année. Exactement, exactement. Donc elle a toute cette histoire de famille, de pieds noirs et donc de volonté vraiment de mener cette persécution qu'elle mène en réalité depuis des décennies. C'est-à-dire que nous on la connaissait. Un acte de vengeance. Ouais, c'est ça, mais c'est véritablement ça. L'une des premières affaires dans laquelle elle s'est fait connaître, c'est celle de Kamel Daoudi. Vous savez, Kamel Daoudi, c'est un frère, exactement, qui en 2001 a été raflé. C'est le symbole de la guerre contre la terreur à la française.
Il reste en prison jusqu'en 2008 et depuis 2008, il est assigné à résidence avec obligation de signer quotidiennement 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et c'est cette femme-là qui a mené en fait tout son dossier, évidemment qui est vide et complètement bidon, exactement comme Ridwan. Donc l'histoire s'arrête jamais. La guerre d'Algérie est toujours pas finie. La bataille d'Alger n'est pas terminée. Toujours pas terminée. Non. Tu disais son combat complètement bidon, mais spontanément j'avais envie de t'apporter la contradiction en disant complètement bidon, mais il a quand même mis en détention cet homme. Et aujourd'hui, j'allais dire, il est dans un tunnel, dans un couloir qui l'emmène à ne plus pouvoir résider en France, Nordine. À ne plus retourner dans sa famille, à ne plus retourner auprès de sa femme et de ses enfants. Alors, concrètement, où est-ce que ça en est précisément alors, au niveau de la procédure? Là, pour l'instant, en fait, ça y est, il devrait être exilé. Moi, je dis même pas expulsé, je dis exilé. Je crois qu'il reste encore 2 semaines avant que la procédure de bannissement puisse être mise en place. Si jamais ils ne peuvent pas le faire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'obtenir le laissez-passer consulaire du Niger. C'est les fameux... Pour l'instant, c'est pas le cas. Or, s'ils ne l'obtiennent pas, et c'est l'une de mes peurs, c'est justement qu'on se retrouve dans un process à la Kamel Daoudi. Très bien, vous êtes expulsable, mais on ne peut pas vous expulser. Vous rentrez chez vous, assignation en résidence, avec obligation de saigner quotidiennement de 2 à 4 fois par jour. Donc, vous imaginez psychologiquement à quel point ça peut être difficile. Et, en prison, quasiment en prison à la maison, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, j'aimerais quand même préciser quelque chose, puisque soi-disant, je dis bien soi-disant, je mesure ce que le mot signifie. On rend les verdicts au nom du peuple français. Il faut que le peuple français sache, puisqu'on ne s'adresse pas qu'à nous, ce n'est pas une émission, on s'adresse au peuple de France, qu'il sache que ce qui est en train de faire les pouvoirs publics, ce qui est en train de faire le ministère de l'Intérieur vis-à-vis des responsables associatifs musulmans ou vis-à-vis des imams n'est pas du tout dans l'intérêt du peuple de France. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très dangereux pour la France. C'est pas qu'ils sécurisent demain ou l'avenir. Au contraire, ils sont en train d'attiser le feu pour l'avenir. Je vais vous citer une anecdote. Écoutez bien ce que je vais dire. Le livre que je tiens, je rentre direct. Le livre que je tiens entre les mains. Voilà, vous l'avez vu tous, je pense qu'il a été filmé, j'y reviendrai. Ce livre-là, c'est l'idéologie de Daesh. Ce livre, sorti en 2006, sous le nom Idaratut Tawahush, le management de l'ensauvagement. C'est ça le titre, le management de l'ensauvagement. Traduit par la gestion de la barbarie, c'est ça. Traduit par la gestion de la barbarie, mais c'est faux, c'est une fausse traduction. Oui. Moi, je traduirais le management ou la gestion de l'ensauvagement, pour montrer bien. Ce livre-là, il est tout à l'heure, là, vers 15h, j'ai lancé sur une recherche sur le moteur de recherche. Il existe dans tous les sites de vente de livres aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez vous le procurer dans une quinzaine de sites de vente de livres en France. Et en même temps là, cette semaine, ou il y a 2 semaines, pour ne pas la citer, la préfecture du Val d'Oise lance une mise en demeure à des librairies pour retirer des livres, retirer des livres qui sont des classiques musulmans qui existent depuis des siècles. Donc, ce que je veux dire, vous avez un livre qui est très dangereux. Allez, 2007, par les éditions de Paris. D'accord ? Nous reviendrons, on n'a pas quitté, c'est juste pour mesurer l'action de l'État français qui, soi-disant, il le fait pour le peuple, pour la sécurité, pour la tranquillité, pour la paix, alors que le danger, le véritable danger, il ne s'y attaque jamais. Il est paru le 11 avril 2007 dans les éditions de Paris, à Versailles, qui est la maison d'édition la plus islamophobe. Oui. Donc, voilà, je fais direct le lien avec Ridwan Abdulrahman. Ridwan Abdulrahman, c'est le gars qui peut encore rester 30 ans en France. Il ne commettra
pas le moindre délit, il ne causera pas la moindre, je dirais, le moindre menace à ses voisins. Et nous avons tous, et le public peut le voir, les vidéos où des chrétiens témoignent, des juifs témoignent, des convertis témoignent de sa communauté qui disent que le monsieur, Redouane Abdelrahman, il n'a rien commis, sauf qu'il ne veut pas abdiquer. Voilà, il ne veut pas abdiquer. Il est pour la Palestine et on voudrait, l'imam qui est à côté de lui, à quelques kilomètres, hein, l'imam qui est à côté, là, d'une grande ville, voilà, que nous ne citerons pas, qui dit que le 7 octobre, c'est des terrorismes qui ressemblent au 11 septembre. Celui-là, on lui donne la Légion d'honneur. Et Redouane Abdelrahman qui dit vrai, dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la réalité, de la dignité, l'honneur et la fierté de ce peuple, on voudrait l'expulser, mais on marche sur la tête. Ouais. On est actuellement dans une situation, très compliquée où le délit de parole est devenu la règle, non pas l'exception. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que on interdit aux uns ce qu'on permet totalement aux autres. C'est que dans le même temps, on a une multitude d'apologistes du génocide sur tous les réseaux, sur tous les tons, qui justifient absolument le génocide du peuple palestinien sans encourir le moindre danger. Oui. Hein. Et c'est ça qui est absolument grave, c'est qu'on voudrait en fait qu'une parole terroriste puisse s'exprimer, c'est celle qui soutient le génocide du peuple palestinien. Et là, on n'encourt rien. On n'arrive pas à comprendre comment depuis le 8 octobre, puisque l'invasion a réellement commencé le 8 octobre dernier, de l'année dernière, pas l'invasion, l'attaque réellement des forces israéliennes contre Gaza. Et on n'arrive pas à comprendre comment. Il y a des gens qui ont posé des plaintes. Hein. Il y a des gens qui ont déposé des plaintes contre Enrico Macias, contre Boujna, etc., etc. Il y a eu d'État. Pas une seule de ces plaintes a été reçue. Pas une seule de ces plaintes. Oui, évidemment. Et pourtant, pour des faits avérés, oserais-je rappeler qu'on a quand même des gens, Enrico Macias, qui promettaient de faire la peau en quelque sorte de Mélenchon, hein, qui promettait à Mélenchon pique-pendre. Il faut le dégommer. Oui, c'est ça. Physiquement. On a Boujna qui parlait même de bombes atomiques, etc. Ouais. Et il y en a eu des dizaines d'autres de plaintes qui ont été déposées. Ouais. Pas une seule n'a abouti. Et à l'inverse, on a des centaines de personnes, des centaines, peut-être même des milliers, hein, dans le territoire qui, depuis 1 an et demi, subissent des persécutions. Alors, sans doute, parfois, des paroles, il y a eu des petits dérapages, etc., sans aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à un génocide, on n'a pas affaire à une querelle entre automobilistes, hein. On a affaire à un vrai génocide, et on va en parler après. On a quand même des gens qui sont brûlés vifs. On va en parler parce que c'est encore arrivé la nuit dernière et sans aucun problème. Et sur tous les plateaux de télévision. Pas en catimini, dans une petite feuille de chou, un petit rideau. Non. Sur tous les plateaux de télévision, on a des gens qui justifient le génocide. Ils le font au plus haut niveau de l'État. On a des gens qui, au plus haut niveau de l'État et de la représentation nationale, sont allés apporter leur soutien. Et même si on peut considérer que c'était les premiers jours, ce sont des gens qui ne se sont jamais dédits de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on vous dit une chose, vous devez accepter le génocide. Si vous n'acceptez pas le génocide, vous êtes passible de poursuites ou en tout cas d'être mis à l'encan, etc., etc. C'est une destruction totale de toutes les valeurs humaines, de toutes les valeurs morales de ce pays. Alors, et puis de temps en temps, on va prendre effectivement comment notre ami Redouane et d'autres, je veux dire, mais je trouve ça, ou notre ami encore Yanis Sarab qui a été arrêté l'autre jour avec une perquisition effroyable. De plus en plus, la liste s'allonge. Hein. La liste s'allonge. Il y a eu aussi tous les gardés à vue qui ont toutes les personnes qui ont été gardées à vue. Alors là, du coup, musulmanes et non musulmanes, c'est-à-dire que musulmanes, et quand je dis non musulmanes, c'est-à-dire souvent issus de la France insoumise, qui ont subi des gardes à vue. Je pense aussi à quelqu'un de la CGT. CGT. Mais puis encore, ce qui est important à rappeler, je crois. Juste, avant que tu prennes la parole, je voulais juste, parce que pour rebondir sur ce que disait Youssef, je voulais juste dire, parce que ça fait partie aussi du communiqué qui a été fait par le comité, qui est vraiment de super bonne qualité, qu'il faut vraiment diffuser. Peut-être réactualiser avec les nouvelles datas, parce que je trouve qu'il est très très complet. Il explique toute l'affaire
Et je trouve que c'est important pour former les gens. Et il y a l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ouais. Alors, ce que je trouve pervers dans cette phrase, c'est qu'il y a l'esprit. L'esprit, on se dit, ouais, c'est cool, on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est la fin qui est important. C'est dans les cas déterminés par la loi. Et en fait, on se rend compte que fait, c'est ce que certains appellent démocratie, république, ils appellent ça comme ils ont envie de l'appeler, quoi. En fait, on se rend compte, et on l'a vu récemment avec Retailleau, qui a dit l'état de droit... On peut s'en accommoder. Merlich, exactement. Et du coup, voilà, en gros, l'état de droit est sacré que quand ça s'applique j'allais dire, aux bons citoyens. Absolument. Voilà. Absolument. Et pas que le droit, même des idées qui sont vagues quand on vous parle des valeurs françaises. On ne vous parle pas de la loi française. Des valeurs de la République. Moi, quand je suis arrivé en France, je l'ai déjà raconté lors du meeting Pantin, c'est-à-dire que quand j'ai vu la loi du 29, comment on appelle ça, 1880, sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression et la presse, j'ai dit waouh, 1883, une loi sur la liberté d'expression, machallah. Déjà à l'époque, ils disaient. Voilà, 1883. Exactement. La charia, comme disent certains imams. Voilà. À ce propos, je précise, en France, on aime deux choses. On aime deux imams ou deux responsables. Soit il est un imam consulaire ou un imam de la République. Mais quand vous êtes un imam de votre communauté, choisi par votre communauté, on vous aime pas. Un imam du ghetto. Un imam consulaire ou un imam de la République. Voilà, c'est ce qu'on aime. Et ça, c'est très dangereux. Et on pense, il y a une certaine logique du ministère de l'Intérieur et aussi qui est complètement en phase avec certains médias, avec l'écrasante majorité des médias, pense qu'il faudrait retaper encore sur l'imam jusqu'à ce que l'imam se sente lui-même normal, qu'il n'ait pas une liberté de temps, une liberté d'expression, une liberté de conscience, c'est normal. Or, c'est faux. C'est quoi un imam consulaire? Un imam consulaire, c'est tout simplement, un imam qui est soutenu de l'autre côté de la Méditerranée par les ambassades et les consulats marocains, tunisiens, algériens notamment, Turcs aussi. Et turcs, voilà. C'est surtout ceux qu'on affectionne à merveille, c'est les imams consulaires par rapport à l'Algérie ou le Maroc. Je voudrais juste dire quelque chose de très très sérieux. Il y a une dizaine d'années, un chercheur en psychologie, il faisait un diplôme à Paris 8, et il est venu me voir, il voulait qu'on parle de la radicalisation, une approche systémique de la radicalisation. Il me dit, Nordine Aoussad, ça fait 35 ans à l'époque, vous êtes imam en France, enfin 30 ans, et vous avez une expérience. Pour vous, dites-nous quels sont les facteurs qui ont encouragé la radicalisation en France. J'en ai cité 9. Comme ça, de tête. Il m'avait envoyé par mail déjà ces questions, donc j'ai réfléchi un peu. Et donc, figurez-vous bien que parmi ces facteurs qui ont favorisé la radicalisation, doit-on préciser, souligner, surligner que la France, dans les pays d'Europe, c'est le pays qui a, d'où sont partis le plus grand nombre de djihadistes en Syrie. Ouais. Nos voisins, à droite ou à gauche d'Espagne, Italie, Angleterre, Belgique, ne font même pas le tiers ou le quart de ceux qui sont partis de France. Eh bien, j'ai cité 9 facteurs. Parmi les facteurs, j'ai cité... des populations musulmanes très importantes également. Oui, proportionnellement. Mais il faut le préciser. Oui, toutes choses égales par ailleurs, comme... Parce qu'un détracteur te dira, mais nous, on a beaucoup plus de musulmans. Oui, mais pas que ça, c'est-à-dire proportionnellement. Et parmi ces facteurs-là, j'ai cité les imams.
qu'ils en étaient et qu'ils en sont toujours, et même pire encore, un facteur favorisant. Mais en fait, comment comprendre? Par leur passivité, par leur silence. En fait, le ministère de l'Intérieur, c'est renseignements... des exemples concrets. Non, mais moi, j'ai réfléchi sur cette question. J'ai écrit même sur cette question, même dans une lettre, la gestion de la barbarie, dans une lettre que j'ai envoyée à Hollande, décembre 2014, je l'ai mentionné. Je dénonçais comment, en fait, tous nos soi-disant islamologues, tous nos spécialistes ne l'ont pas souligné sur les 200 livres qui sont sortis entre 2010 et 2017 sur le djihadisme, le salafisme, etc., etc. Il n'y a pas un qui le souligne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour faire bref, un imam qui se tait, ou bien qu'on l'oblige à se taire, ou bien qui a peur de parler, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le fidèle, ou bien celui qui a une sensibilité, même s'il n'est pas fidèle, s'il a une sensibilité, il ne va pas écouter l'imam parce que l'imam, on l'a réduit au silence. Qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter les réseaux sociaux. Du coup, dans nos mosquées, les imams n'ont pas réussi à faire un rempart, à faire des freins pour ceux qui étaient motivés d'aller faire le djihad. Et la faute de qui? C'est la faute à qui? C'est la faute au pouvoir public, qui a fait taire ces gens-là, qui leur a interdit de parler. Et parce que dès que tu utilises le mot djihad, même si tu le dis pour corriger, pour démystifier, pour atténuer, on te dit, comme c'est le cas pour Redouane, il a utilisé tel mot, il a utilisé tel mot, il a utilisé tel mot. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête avec Abdelrahman El Redouane. Si l'État revient sur sa décision de l'expulser, ça sera un honneur pour lui et ça sera pour le bien du peuple de France. Et oserais-je dire seulement que le juge antiterroriste Tredivic lui-même a mis bien sûr, la semaine dernière, absolument, la semaine dernière, a attiré l'attention sur l'usage, le dévoiement, le dévoiement total. Le dévoiement total de la loi antiterroriste et puis de l'usage qu'on fait du terme terroriste. Et lui-même dit que c'est absolument attentatoire aux libertés et que c'est un véritable scandale. Et on est en plein dedans. Un juge antiterroriste, c'est pas un musulman. Mais le problème, c'est qu'effectivement, tout ce que vous dites là, ça s'appuie sur, malheureusement, mais ça s'appuie surtout sur une islamophobie d'État terrible. Et on sait très bien que comme il y a on va te céder la parole, cher ami, parce que mais une islamophobie absolument épouvantable. Et c'est là-dessus. Alors les milieux de gauche, d'ailleurs, on peut s'étonner du fait que la LDH, etc., ne réagissent pas par rapport à ça, ou pas beaucoup par rapport à cela en vérité. Bon, on n'a rien contre la LDH, mais c'est leur fonction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la LDH a été créée. La LDH a quand même été créée avec l'affaire Dreyfus, ne l'oublions pas. Il s'agissait quand même d'une vague raciste absolument épouvantable qui visait quelqu'un en fonction de son origine, réelle ou supposée d'ailleurs, parce que, bon, Dreyfus... Et on l'a pris comme bouc émissaire d'une incroyable campagne abjecte contre les Juifs. D'ailleurs, pas uniquement contre les Juifs, c'est aussi contre la République. On sait que viser Dreyfus, c'était aussi pour... voilà. Et j'ai l'impression que ce qui se passe avec l'islam, c'est un petit peu aussi cela, c'est qu'on vise des musulmans et beaucoup de Français n'arrivent pas à comprendre le lien qu'il y a avec leur propre liberté à eux. C'est qu'en visant des gens... comme cet imam, ou en tout cas le président, comme les imams, c'est une façon aussi de cibler les défenseurs des libertés. Bien sûr. Et ces libertés qui concernent tout le monde. Et c'est ça qui est absolument très grave dans cette affaire. Mais... Je fais juste une petite insertion. Alors vas-y. Non, vas-y. Petite insertion. Non, mais ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça me fait réfléchir et ça me rappelle aussi ce que j'avais étudié sur la radicalisation, etc. Et je trouve qu'une erreur que beaucoup font, y compris nous, quand on ne connaît pas bien le sujet, c'est qu'on se dit, bon, d'accord, il y a un peu de discrimination sur la lutte contre la radicalisation, sur le contrôle des musulmans, etc. Mais c'est un excès, c'est-à-dire que, bon, c'est juste que, effectivement, comme on contrôle beaucoup, c'est la sécurité, forcément, on sera plus dur avec certains et c'est un dommage collatéral. Oui. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans notre méthode même, elle est mauvaise, en fait. Et c'est ce que tu disais avec ton exemple, c'est exactement ce que vous disiez. Et sur la lutte contre la radicalisation, c'est exactement pareil. Moi, j'avais travaillé sur la politique de lutte contre la radicalisation à l'école. Oui. Et j'en avais fini par conclure. On s'en souvient. Oui, sur un point juridique. Un travail excellent d'ailleurs, je le dis. Merci beaucoup. Et sur un point juridique, au niveau juridique, j'avais conclu que, une des conclusions, ce n'était même pas légal en fait, c'était contraire à l'état de droit. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'était quelqu'un qui avait fait une thèse sur une autre politique similaire. C'est-à-dire que
ces politiques-là ne sont pas légales et ne sont pas conformes à l'état de droit. Et dernière chose, souvent, à ces imams, on leur reproche « Oui, mais vous ne respectez pas l'islam des Lumières, l'islam de France ». Les imams sont d'ailleurs soumis à la charte, à la charte des imams. Donc, c'est comme si on disait « Non, vous êtes l'islam politique, c'est pas un bon islam, il faut que vous soyez dans notre islam qui… » On sous-entend que notre islam donc, est l'islam qui est neutre, qui est juste. Personne n'arrive à définir ce que c'est que l'islam, le prétendu islam des Lumières. Donc Wissam parle dans une excellente vidéo récente. Et donc notre islam serait l'islam qui serait neutre et républicain des Lumières. Or, ce qu'on devrait répondre, c'est que c'est cet islam-là qui est politique, et certainement plus politique que celui dont on accuse qu'il est politique, celui de ces imams qui sont expulsés, etc. Voilà. Très bien. Tout à fait. Merci. C'est cet islam qui est politique, tu as tout à fait raison, c'est ça. Notre ami ? Oui, non, je voulais juste rajouter, parce on dit souvent que l'affaire de Redouane est un symbole. C'est un symbole, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres en fait des affaires. Et il faut savoir que depuis quelques mois, notamment depuis le début des Jeux Olympiques, il y a eu plus de 800 perquisitions qui ont été menées et qui ont touché des familles musulmanes, et plus de, je crois, 500. On a vu cette vidéo de la mère de Yanis. 848, exactement. Et plus de qui filment la perquisition depuis juillet. Non, depuis début juin, et plus de 500 musulmans ont été placés sous assignation à résidence pendant plus de 3 mois. En plus, plus de 20 d'échéances de nationalité ont été prononcées en l'espace de 2 mois. Ce sont les statistiques officielles du gouvernement. Donc, et là, dernièrement, l'affaire qui deviendra maintenant le nouveau symbole, c'est celle d'Elias Dimzalen, qui, pour avoir employé le terme intifada, va avoir un procès d'ici 10 jours et qui pourrait d'ailleurs se retrouver en prison pendant plus de 15 ans. Parce que cette fois-ci, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas simplement qu'on l'accuse d'inciter à la violence et à la haine. On lui dit « Ah oui, mais attendez, en plus, vous incitez potentiellement à commettre des crimes à l'encontre des intérêts de la nation. » Alors vous savez, ça c'est la législation qu'on applique aux agents doubles pendant la guerre. Bien évidemment. C'est cette législation. La trahison, la haute trahison. Exactement. Parce que finalement, et c'est une législation finalement qui criminalise l'allégeance. Vous êtes musulman, donc votre allégeance va d'abord à quelque chose d'autre que la République, et ça c'est pas normal. Parce que ça peut mener à une opposition, à une contestation politique qu'on n'accepte pas. C'est ce qui se produit en ce moment. Et toujours dans cette fameuse plaquette, moi, que j'ai trouvé vraiment passionnante, il y avait justement, parce que je me posais la question, et là il faut vraiment qu'on revienne sur le cas vraiment d'Abdurrahman. Et d'ailleurs on va passer une petite partie de la vidéo là dans 1 ou 2 minutes. C'était ce qu'on lui reprochait, tu vois, j'allais dire, du point de vue étatique. Et moi, c'est ça qui avait attiré mon attention. C'était... attendez, juste que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Ces positions visent, sous couvert de dénoncer des discriminations dont seraient victimes les musulmans ou la persécution par Israël ou ses alliés du peuple palestinien, à inciter à la haine ou à la discrimination envers l'État, les non-musulmans ou les juifs ou au rejet des valeurs de la République. C'est-à-dire que, en fait, à partir d'un Free Palestine, j'allais dire, il y a toute une cascade, de présupposés, j'allais dire, d'impensés, mais d'impensés qui sont du côté, j'allais dire, de l'État, qui sont attribués comme ça, de manière, j'allais dire, unilatérale, à la pensée d'Abdelrahman. En fait, on lui prête un système de pensée qu'il n'a jamais explicitement exercé. Il faut aller plus loin encore. On a le droit d'être contre la République. On a le droit d'être d'accord avec aucune loi qui existe en France. Bien sûr, légalement, absolument. En fait. Ça renvoie à l'article 11 qu'on a lu. En France, il y a des monarchistes. Ça renvoie à l'article 11 qu'on a lu tout à l'heure. Mais, sauf qu'on disait, il y a l'article 11 et il y a comment j'allais dire, la caste, j'allais dire bourgeoise, qui détient les rênes du pouvoir, comment elle deal aussi avec ce système quand elle sent qu'il lui échappe. Et là, actuellement, on l'a bien vu, notamment avec le fiasco électoral, etc. On sent bien que la machine se grippe, la machine s'enraye, et du coup, la reprise en main, souvent, elle se fait par l'ordre. Et là, en l'occurrence, j'allais dire, c'est notre tour, quoi. Il y en a eu d'autres avant. Et là, en gros, on va se payer vraiment les musulmans pour pouvoir asseoir justement ce système ordolibéral et
redonner, j'allais dire, une légitimité à ce système. Et je rebondis sur ce que tu disais sur Dimzalen. Quand tu dis effectivement que la loi te permet de dire je suis contre la République. Tu as le droit d'avoir une opinion, je suis contre la République, je préfère du 14, etc. La belle époque, d'accord, pas de problème, c'était le bon temps avec de la musique baroque tous les jours. Bon, alors, non mais trêve de plaisanterie. Il n'y avait pas de perquisition. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état de droit, c'est cela. Alors évidemment, on respecte la loi. On a le droit de dire qu'on est contre la République parce qu'on a peut-être un autre type de système en tête. Hein, et puis une république ne veut pas dire forcément la démocratie. Hein. N'oublions pas qu'on a des républiques totalement autoritaires dans l'histoire. Je pourrais faire la liste, bien sûr, et même... bon, alors, donc le problème, il n'est pas là, on a le droit. Mais quand il s'agit de musulmans, c'est autre chose. Ils n'ont pas le droit. Et parce qu'un musulman qui dirait, par exemple, je suis contre... aussitôt, ça veut dire que voilà, c'est Daesh, etc. Mais je repense à l'affaire de Dimzalen. C'est du militant Dimzalen, c'est que quand même, c'est incroyable. Il dit intifada. Et pour cela, on le poursuit. Mais ça, c'est parce qu'il est musulman. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a... Alors, les groupes gauchistes ont toute mon amitié, la question n'est pas là. Je ne suis pas en train de dire il faut réprimer les groupes gauchistes. Hein. Pas de délation. Mais qui appellent... Non. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous appelons à la révolution. Je le dis, j'appelle à la révolution. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. On a le droit de dire, et tous les jours, on va citer les groupes, hein, NPA, etc., Révolution Permanente, d'ailleurs c'est leur nom, et carrément permanente en plus. Hein. Mais si ça s'appelait Intifada Permanente, alors voilà. Alors Intifada, c'est le sens. C'est entre guillemets. Mais alors évidemment, ils ont toute notre amitié, ces groupes, la question n'est pas là. Hein. Mais c'est ça qui est absolument extraordinaire. Il suffit de traduire le mot en arabe, d'abord ça fait peur. D'abord, Intifada, alors comment on le dit? Intifada, non, comment on va dire, non. Comment ils vont le dire sur les plateaux? Alors, mais c'est absolument incroyable cette histoire. Mais il suffit de le dire, d'utiliser le mot arabe, et qu'il s'agit de musulmans, et là c'est fini. C'est comme si, mais le type, on risque de lui appliquer 20 ans, mais c'est un truc hallucinant. 15 ans, ça s'appuie sur un racisme profond. Hein. Le mépris, d'ailleurs, tout ce que le monde arabe peut représenter, tout l'imaginaire absolument colossal, mais effrayant. Et c'est pas le monde arabe qui est effrayant, c'est l'imaginaire qui est effrayant. Et ce qu'on colle sur ce monde et sur l'islam et sur tout cela, je trouve ça terrible parce que il y a, pour reprendre Chomsky, hein, le consentement, la fabrique du consentement. On a un consentement. Il sait que tout ça s'appuie sur un consentement majoritaire, hein, ce qu'on appelle le consensus majoritaire, et qui est profondément raciste sur une islamophobie. C'est l'usage du racisme. Le racisme, ça sert à quelque chose pour les gens qui pensent que le racisme, ça sert à rien, ou que non, pas du tout, ça sert vraiment. Et c'est un outil de contrôle, et ça sert surtout à dresser les gens les uns contre les autres. Et quand les Français vont se retrouver avec une vraie dictature, parce qu'on y va absolument, hein, eh bien on rigolera, enfin on rigolera de façon sinistre. On dira vous l'avez voulu, vous l'avez soutenu. On va, alors c'est sans transition. On va donc maintenant passer justement l'extrait de l'échange qu'on a eu hier avec Abdulrahman. Donc je vous explique techniquement comment ça s'est passé. On était avec Yazid, Mehdi, on a appelé Abdulrahman, là on voit ma grosse tête, et donc il y a le téléphone qui est en haut-parleur, donc voilà, mettez le son bien fort, la qualité je trouvais plutôt pas mal, et là en fait c'est la deuxième partie, je le relance, et c'est sa conclusion, parce que sa conclusion je la trouve très touchante, donc je veux vraiment qu'on l'entende, et après je dirai un truc à l'équipe technique s'ils sont ok, et voilà, allez-y. On est seulement pour nous à la première étape de ce travail que nous souhaitons faire pour vous et pour la cause que vous défendez, pour les causes que vous défendez. On vous remercie d'avoir justement pu organiser ce petit entretien et j'espère qu'il y en aura très rapidement d'autres, qu'on pourra très rapidement à nouveau échanger et faire connaître justement tous les aspects de cette affaire qui pour nous est une affaire d'État en fait, hein, qui pour nous est une affaire d'État. Donc, est-ce que vous aviez une autre chose à ajouter ou est-ce que vous aviez dit, on va dire de manière synthétique, en substance, ce que vous souhaitiez dire? Oui, en substance, c'est que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a surtout ce cri d'alerte
que je lance ici et que j'ai essayé de lancer à travers mes combats depuis plusieurs années. À savoir qu'aujourd'hui, la France est vraiment dans une crise autoritaire très très grave et qu'elle est en train de prendre ses distances de plus en plus avec l'état de droit et que les premières victimes de cette politique répressive, c'est les musulmans. Et que ces lois d'exception qui sont votées depuis un certain nombre d'années, on va dire depuis 2016 avec les attentats qui ont endeuillé la France, l'état d'exception est devenu un état normal en fait. Ouais, un état permanent. Oui, c'est devenu un état permanent, effectivement, en ce qui concerne l'islam et les musulmans. Et donc, ce que je voulais faire, c'est de profiter de ces petits moments que vous m'accordez pour attirer l'attention de tous les citoyens. Ce n'est pas uniquement une question qui concerne essentiellement les musulmans, même si aujourd'hui les cibles les plus directes de cette politique répressive, ce sont les musulmans qui payent le plus fort, mais c'est un cri d'alerte pour vraiment la défense des droits des citoyens. Parce que, comme disait Voltaire, si vous voulez savoir qui vous dirige, de quel régime vous êtes dirigé et par quel pouvoir vous êtes dirigé, regardez ce que vous ne pouvez pas critiquer. On est exactement là-dedans. Et je clôture avec cette autre citation que j'aime beaucoup de Montesquieu, le père de la séparation des pouvoirs, sur le droit français, qui a son empreinte sur le droit français. Il disait qu'il n'y a pas de pire tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et nous sommes exactement dans cette séquence-là. C'est avec la justice administrative devenue une justice prédictive, une justice répressive, une justice punitive, que les droits et les libertés des musulmans sont en train d'être broyés par cet État islamophobe. Et il est important que les gens sachent que ce qui va toucher les musulmans aujourd'hui touchera les autres citoyens demain. Et on a déjà vu quelques exemples avec des dissolutions comme l'association écologiste des soulèvements de la terre. Merci beaucoup, Abderrahmane Ridouane. J'espère à très vite, à très très bientôt. Et nous... Merci à vos collègues, merci à toute l'équipe. Vraiment, votre média est très important parce qu'il faut donner la parole à tous ces sans-voix qui sont aujourd'hui victimes de cette répression. Et c'est important qu'on puisse avoir des canaux comme les vôtres sur lesquels on peut lancer ces cris d'alerte et on peut sensibiliser les citoyens. Merci à vous. Et je voudrais vous dire pour terminer que le média qu'on représente n'a jamais aussi bien porté son nom au moment où on est en train de se parler. Parole d'honneur. Merci. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est tout à votre. Il a tout dit, on va insister encore sur ce point. Le musulman français ou le français musulman, c'est pareil, d'accord, qu'il soit responsable associatif, président d'association ou qu'il soit imam, il doit jouir de la même liberté de temps, de la même liberté d'expression, du même droit que tout autre Français. Ça, c'est par principe. Et aussi, et surtout, pas eu égard à l'histoire que nous connaissons, elle le disait bien, Mariam, tout à l'heure, que cette radicalisation, réduire au silence tous les musulmans qui ne pourront pas dénoncer ce génocide qui est perpétré par un État barbare, par un État génocidaire, par un État qui a émergé de je ne sais quel siècle. Il n'est pas de notre siècle, cet État-là. Je ne sais pas, même les siècles les plus reculés et que nous connaissons dans la noirceur et je dirais la barbarie, nous n'avons pas vu ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons en direct depuis quelques mois. Réduire les musulmans au silence, notamment les imams, les responsables associatifs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont dire, tiens, les imams, c'est des vendus. Les imams, c'est des vendus. Les responsables associatifs musulmans, c'est des vendus. Eux aussi sont des sionistes.
Eux aussi sont des sionistes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir que tous ces jeunes-là qui bouillonnent de colère, qui bouillonnent d'indignation, ne vont plus avoir de repères. Et on bouillonnerait pour moins que ça, je veux dire, c'est pas excessif. Oui, bien sûr. Mais là, on arrive quand même au paroxysme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une fabrique du chaos, quoi. Exactement, la fabrique du terrorisme. Il y a des livres, d'ailleurs, vous tapez, mes chers téléspectateurs, vous tapez juste la fabrique du terrorisme, etc. Vous allez trouver que la République qui fabrique et de quelle manière elle le fait, du terrorisme et de l'antisémitisme notamment par cette répression. Parce que quand je lis ce qu'on reproche à Ridwan Abdulrahman, que son discours, il véhicule une idéologie. Oui. Carrément. C'est-à-dire ces publications, c'est même pas des ces publications véhiculent une idéologie qui est en fait contre la République, contre les institutions, elle est contre Israël et contre les Juifs et donc de l'antisémitisme. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait trop. Et quand M. Rafovitz, sur tous les plateaux de télévision, M. Rafovitz, officier, comment traitant, faut l'appeler comme ça. Hein. Le rédacteur en chef de BFM TV? C'est ça, quasiment. Rédacteur en chef adjoint de BFM TV. M. Rafovitz, dont la femme est une productrice de télévision, qui fait complément d'enquête et ce genre de choses, hein, évidemment. Et bien, comme M. Rafovitz est sur tous les plateaux, quasiment, comme tu l'as dit, quasiment rédacteur en chef. Il y a eu un montage où on voit, je crois, il est au moins 40 ou 50 fois reçu sur BFM TV. Ça a été très bien documenté, ça a été etc. Quand ce monsieur parle, ne croit-on pas qu'il fait vraiment plus de mal à la République que n'importe qui? Ne croit-on pas qu'il fait plus de mal aux Juifs que n'importe qui? Il est en train d'assimiler, et surtout quand ensuite il est soutenu par le responsable du CRIF, monsieur Arfi, hein, quand il est soutenu par tous ces gens-là, ne croit-on pas qu'ils font plus de mal pour le vivre ensemble que quiconque? Et surtout, eh ben, ils font plus de mal au sentiment d'humanité, simplement, au principe élémentaire qui normalement devrait agiter quiconque et devrait animer quiconque. Quiconque est un petit peu soucieux de l'avenir de ce pays. Et donc, ce que je veux dire, ce qu'il y a de grave, c'est que c'est notre ami Redouane qui est poursuivi, et alors que M. Rafovitz, qui justifie le génocide quasiment tous les soirs en direct, c'est vraiment c'est télé armée d'Israël. Hein, c'est l'armée d'Israël vous parle. Quand on le voit, c'est l'armée d'Israël vous parle. Hein, mais c'est vraiment cela, hein, tout cela et aux 20h. Eh ben, je dis que c'est extrêmement grave de laisser ce monsieur continuer à justifier le génocide. Et je crois que cela porte le plus grand danger justement aux valeurs, à la loi et à l'esprit de concorde, etc. Songeons à tous ces jeunes qui assistent à cela, à tous ces enfants qui assistent à cela et qui voient à la télévision tous les soirs, eh bien, un type vous faire l'apologie du génocide, vous dire que c'est bien, et surtout l'État français qui est derrière et qui dit « Chut, surtout pas un mot, je ne veux pas entendre un mot, vous n'avez même pas le droit de protester contre cela ». C'est quand même incroyable. Ils s'imaginent l'effet que ça va avoir sur les générations futures. Et s'imaginent que comme ça, ils vont avoir la concorde. Mais c'est exactement le contraire. Ils sont en train de précipiter ce pays vers un abîme. Maria. Et j'ai aussi une dernière chose à dire aussi, c'est que c'est très important de lutter contre la stigmatisation des paroles musulmanes et de lutter pour la liberté de parole en fait. Mais tout simplement parce qu'on a l'impression qu'un imam qui prend la parole, ça va soit être ultra républicain raciste, soit être ultra djihadiste. On a cette stigmatisation nous-mêmes qu'on intériorise, hein. Moi aussi la première, hein, tu vois. Alors que la liberté de parole, ça permettrait d'avoir juste une diversité de parole, c'est-à-dire qu'un imam, comme n'importe quel citoyen, un musulman, comme n'importe quel citoyen, peut avoir une parole. Et après, on observera qu'il y aura une diversité de paroles, voilà. Une parole qu'on peut critiquer en plus. Voilà, une parole révolutionnaire, une parole plutôt démocrate, une parole plutôt un peu radicale, une parole un peu conservatrice. Voilà. Et c'est normal, et c'est comme partout. C'est-à-dire que les musulmans ont le droit d'être des citoyens comme les autres. Nous, on a le droit de se dire, on est des citoyens comme les autres, on a le droit d'avoir des paroles un peu merdique, un peu cool, on s'identifie, on s'identifie pas, mais on est ça la démocratie, on est égaux, un peu réac, un peu plus progressiste, on est égaux avec les autres, on est égaux devant la loi, on est égaux dans notre liberté de parole, et ça je pense que c'est très 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 important, notamment comme vous disiez, pour les jeunes musulmans qui grandissent et qui forcément veulent s'identifier aussi à des musulmans. S'identifier, c'est dire que tu choisis à qui tu t'identifies. Je sens que Ryan veut réagir. Oui. Non, en fait, alors, si tu ne veux pas réagir, je te pose une question, parce que je veux que tu parles, j'ai envie que tu parles. Interrogatoire. Non, pas du tout un interrogatoire, mais toujours mon rôle, c'est toujours de vous ramener donc toujours à la situation de Abdulrahman Ridwan, et j'ai envie de demander, aujourd'hui, là, justement, il est, j'allais dire, dans une
un timing qui est très très court, quoi. Je veux dire, très rapidement, on va savoir ce qu'il en est. Comment concrètement, c'est un peu les questions bateau, mais il faut la poser à un moment donné. Comment concrètement on peut apporter le soutien qui est nécessaire d'apporter à M. Ridouane? Comment on peut faire? Comment ça marche? Sensibiliser un maximum, partager la pétition, partager la tribune. Donc la pétition, elle est où cette pétition? J'ai pas le lien ici, mais on devrait avoir le lien ici. On trouvera la pétition et on la mettra sur le chat là tout de suite. Tous les reportages qui ont été faits, Blast Info, le média, les articles aussi. Et concrètement, essayer sur le fond de comprendre... Donc sur les réseaux, hein, toi c'est Ryan Freschi. C'est ça. Nordine Awassa. C'est ça. Voilà. J'ai dit quoi? N'importe quoi, Aoussat. C'est Youssef qui m'a dit que tu t'appelais comme ça. C'est comme ça que ça commence l'islamophobie. C'est ça. Ah, Momo, quoi. C'est bon, ça me dérange pas si je t'appelle Momo. Mais donc, non, voilà, suivez les comptes un petit peu qui relaient. Et il n'y a pas une page du comité de soutien? Si, bien sûr. Voilà, Edouard, donc on essaiera de vous faire passer les infos. Et sa famille. Mais surtout, voilà. Là, actuellement, on a posé la question. Il est détenu donc dans le centre de rétention administrative du Ménil-Amelot. C'est dans le 77. Voilà. Et en fait, il y a eu une demande un petit peu de dernière minute et ça permettra un petit peu de conclure. C'est que Wiza, donc qui a accompagné et qui nous a aidé vraiment à organiser, et on la remercie très 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 chaleureusement. Comme j'ai dit hier à Abdourahmane, j'ai dit vraiment avec elle, j'allais dire t'es entre de bonnes mains parce qu'elle est vraiment à fond. Nous a demandé si on pouvait entrer en contact là maintenant avec Abdourahmane. On en a discuté un petit peu. On a décidé que c'était OK. On va l'appeler, on va lui dire que voilà qu'il faut qu'on fasse vite parce que là on va passer à la suite, Mariam. Ouais. Et voilà, non, mais j'avais compris, mais c'est pour ça que je te posais la question. Mais peut-être qu'on pourra laisser Youssef parler du divan, etc. Voilà. Donc on va essayer d'appeler. C'est live in direct, comme dirait l'autre, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, tac. Alors là, je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce que je suis en train de t'appeler Ryan? Je suis pas encore. Non, je suis en train d'appeler Wiza. Ouais, non, bah. Leicester. Tac. Attendez, excusez-moi. Voilà, j'y suis. Donc, Abdelrahman, j'espère que tu es au bout du fil. Pas toi, Abdelrahman? Mais le haut-parleur. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais là. Voilà, je me doutais que ça allait. Donc on va pas insister, je pense. Il n'était pas prévenu? Si, lui il était. Non, si, bien sûr. Lui, il était en train d'attendre, mais il y a souvent des problèmes de connexion avec le centre. Je réessaye encore une fois. Bismillah. Ah, j'avais pas dit Bismillah. C'est pour ça. Salut les gars. Salut Gilles Clavreul. Salut Caroline Forest. Bon. Ouais. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave. On va. Ouais, je te jure. Ah ouais, j'avoue, 06. Non, t'inquiète. Non, c'est bon, on voit pas. Ouais. Non, parce que bon. Fais gaffe, Nicolas. C'est ma spécialité de toute façon, depuis le début, hein, entre les adresses, les numéros de téléphone. Moi, à ce moment-là de l'émission, je dis toujours aux invités, parce que c'est eux qui se sont déplacés pour venir et tout, est-ce qu'il y a une chose dont vous auriez eu envie de parler aujourd'hui et que vous n'avez pas pu faire? Nordine ou Ryan, et puis l'autre après. Je pense que ça continue. Hein. Donc, malheureusement, personnellement, j'ai écrit en 2018 2 tribunes, en septembre 2018 et octobre 2018. On parlera après très rapidement de ça. Voilà. Soi-disant qu'il ne faut pas utiliser ou évoquer le mot djihad. Je fais tout un chapitre dans ce livre qui est paru en 2007. Je défie tous les islamologues ou islamistes ou politistes, etc., qui ne trouvent pas de contextualisation dans ce chapitre. Je les ai mis au défi en 2007 de nous dire que, de nous montrer quelque part dans tout le Coran ou dans toute la tradition prophétique sur les milliers de hadiths que djihad veut dire forcément
combat. Non, non et non, on l'a dit. Donc arrêtez, on veut être des citoyens. Mais attention, peut-être que quelques-uns vont dire ils sont dans la victimisation. Moi, je ne suis pas dans la victimisation. Je fais porter la responsabilité aux imams. Je ne leur demande pas de faire ce que je fais moi. Moi, je suis fait comme ça. Moi, je suis un enfant de martyrs. Je suis un enfant de martyr. Mes oncles, mes paternels et maternels ont donné leur vie pour la dignité, pour la liberté, pour l'indépendance de l'Algérie. Je ne suis pas venu de l'autre côté ici pour être un citoyen de deuxième zone. Je suis un citoyen à part entière. Et c'est pour ça, en 2018, je écris, octobre 2018, il est sur le site de Mizan, je m'adresse à... Ah, c'est le mois d'octobre, attention. Hein. Oui, je m'en fiche. Enfin, tous les supports, écoute, sont les bienvenus. Alors, lettre à mes coreligionnaires, 2 sur 2, c'est la deuxième partie. Musulmans de France, 2 points, citoyens ou dhimmi de la République. Vous avez à choisir. On était en 2018. Aujourd'hui, on est en passe de devenir des dhimmi de la République. Ce qui veut dire quoi? Un dhimmi, si vous voulez, et encore avec toute la différence. On disait supplétif avant, non? Voilà, dire suppléant, pas supplétif. Un petit peu, un indigène. Sous-citoyen. Voilà, sous-citoyen. Un indigène de la République. Un laquais, quoi. On dirait en anglais underdog. Underdog, ok. Un sous-chien non, je voulais te le faire dire. C'est pas bon. Redouane Abdurrahman mérite notre soutien. Il n'a commis aucun délit. C'est un honnête homme. C'est un honnête père de famille. C'est un intègre président d'association. Il mérite notre soutien et nous devons le soutenir. Merci beaucoup. Ouais. Alors, au passage, merci. Merci, Ryan, peux-tu ajouter quelque chose? Très rapidement, non, simplement de ne pas oublier les victimes de la répression, puisqu'il y a Redouane, mais il y en a aussi plein d'autres qui demeurent inconnus, et surtout la prochaine affaire, celle d'Elias, droit au maximum pour Abdurrahman, en espérant qu'il puisse être libéré et que tout se passe bien. Pour tous ceux qui ont connu la répression, qui ont eu peur de connaître la répression, qui attendaient les perquisitions à 6h du matin et qui n'ont pas été perquisitionnés, mais ça aussi c'est quand même un trauma, ça aussi c'est des gens qui ont souffert, bien sûr. Qui sont épuisés aujourd'hui, et surtout on a le droit d'être musulman même quand on n'a pas le droit. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas l'état de droit, j'ai quand même le droit d'être en désaccord total avec tout ce que je vois en France, notamment avec l'injustice, et c'est ça qui est absolument central. Et même quand c'est justifié, et surtout quand c'est justifié dans un ADN disons islamique, même si c'est pas accepté, tant pis. Mais moi je dis même une chose, je dis que ce pays devrait remercier tous ces musulmans qui luttent pour la liberté, parce qu'ils luttent pas uniquement pour leur propre liberté, ils luttent pour la... Et peut-être que demain certains s'en rendront compte, mais à quel point le combat que mènent actuellement les musulmans et leurs amis, pas uniquement les musulmans, mais tous ceux qui sont attachés à l'état de droit dans ce pays, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, eh bien, et ces gens-là mériteront vraiment les remerciements de tous les citoyens épris de justice dans ce pays, parce que on ne sait pas à quel point c'est difficile de lutter, c'est difficile de ne pas se taire, c'est difficile de ne pas baisser la tête, exactement comme dans d'autres moments de l'histoire trouble de ce pays, des gens ont osé relever la tête et ne pas s'abaisser, par exemple devant la machine nazie, sous l'occupation, et à d'autres moments, ou pendant les guerres d'Algérie, pendant les guerres coloniales. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ils seront redevables de tous ces gens qui luttent actuellement. De tous ces amis, etc., ou pas amis qu'on connaît, Redouane, Yanis, etc., et bien d'autres. Et peut-être que les gens honnêtes les remercieront en disant grâce à vous. Pour qui ça serait beaucoup plus simple. Exactement. Ils auraient pu se taire, mais en ne se taisant pas, ils font avancer la justice dans ce pays. Ils permettent à ce fascisme de ne pas s'étendre, cette machine fasciste qui s'installe progressivement. Le front antifasciste est d'abord un front musulman. En tout cas, il en fait largement partie. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas que. Mais il en fait largement partie, bien sûr. Merci beaucoup. On conclut. Merci beaucoup, merci à tous. Donc ça, on mettra le replay sur YouTube, comme d'habitude. Merci Samir d'avoir préparé cette émission. Vraiment, c'est un beau travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur. C'est-à-dire que à un moment donné, si on se prétend un média décolonial, un média antiraciste, politique, je pense que ces combats-là, on doit même pas... on doit absolument les prendre à bras-le-corps. Et juste, je veux interpeller... Là, en ce moment, je suis un peu en mode interpellation, en mode culpabilisation. Je sais pas si ça fonctionne comme stratégie, mais bref, je suis là-dedans. C'est de dire, voilà, à un moment donné, c'est les actes.
les actes. Et donc là, je ne sais pas combien il y a de personnes, 100, 200, 300, je ne sais pas, il y aura le replay. Vous avez la possibilité de prendre les contenus dont on a parlé, la vidéo de Blast, la vidéo du média, celle qu'on va faire, et puis l'échange aussi avec Abdelrahman qui dure que quelques minutes, donc qui est facile, et vous interpellez vos élus. Vous interpellez vos conseillers généraux, vos conseillers départementaux, vos conseillers régionaux, vos députés, vos sénateurs, vos maires, les responsables associatifs, tous les gens que vous pouvez interpeller. Vous propagez sur les réseaux au maximum, dans votre groupe WhatsApp, familiaux, amicaux, etc. Parce que là, il y a une personne, au moment où on se parle, malheureusement, on n'a pas réussi à la choper, mais il y a une personne là qui dort dans un lieu de privation de liberté. Absolument. Juste pour avoir fait ce que vous faites tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, soutenir la cause palestinienne, lutter contre l'islamophobie, lutter contre le racisme systémique de l'État. Sauf que lui, il a, un défaut, c'est qu'il n'est pas français. C'est qu'il n'est pas français et qu'en plus, il est affilié à une association musulmane. Donc, si on ne saisit pas la gravité du moment et le côté impérieux de défendre et de se dresser de toutes nos forces pour soutenir Abdelrahman Ridwan, je pense qu'il faut mieux aller faire, comme dirait Ruffin, il faut mieux aller jouer au foot. Merci beaucoup. On enchaîne les gens demandent si c'était terminé, c'est pas terminé. Il y a l'émission avec Wissam et Romain qui reçoivent Aurélien Bélanger au sujet de son livre Les derniers jours du Parti socialiste. On a très très bon roman. Non, on n'a pas 5 minutes. Désolé Youssef. Merci beaucoup. Juste un mot, parce qu'il faut dire quand même des choses. Hier, des gens ont été brûlés vifs. Non, mais je suis sérieux. Oui. Et j'ai pris la décision de mettre les images en ligne. Non, elle circule beaucoup sur ce qui se passe est absolument horrible. À l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza, des déplacés, j'ai les images devant moi. On a une femme, des enfants en train de se tordre de douleur dans les flammes. C'est pas une plaisanterie, c'est pas un film, c'est vrai. J'ai les images là, d'accord. Et ce qu'il y a de terrible, ce qui devient extrêmement grave, c'est qu'on ne veuille plus les voir. Et à la limite, c'est exactement ce que voulait Netanyahou. Brûler des gens. Et avec cette espèce de rejet qu'on est, sur évidemment des images qui vont être choquantes, mais on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'en faisant cela, c'est exactement ce que veulent les génocidaires, qu'on ne regarde même plus. Et je sais que c'est terrible, mais il faut se forcer. Et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, dans quelques années, des gens diront c'est pas vrai, ça ne s'est jamais produit. C'est pour ça que j'invite tout le monde à diffuser ces images, avec la date, avec le jour où ça s'est passé. Il y aura des faussaires, des révisionnistes demain qui diront c'est pas vrai. Ça ne s'est pas produit, ou en tout cas, nous avons réagi. C'est pas vrai. Ça s'est produit au su et au vu de tout le monde, et personne n'a réagi, ou si peu. Et les gens qui réagissent, justement, on le voit bien, sont poursuivis aujourd'hui. C'est absolument immonde ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est pas que des chiffres. On dit tout le temps, on a 40 000 morts, on a 100 000 morts. Mais c'est pas que des chiffres. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tués, qui ont des membres arrachés, qui sont brûlés. Il faut sentir l'odeur de la chair brûlée, si personne ne l'a jamais senti. C'est cette chair brûlée au napalm. C'est une odeur qui vous reste dans le nez toute votre vie. Dans un coin du nez comme ça. C'est effroyable pour ceux qui l'ont senti. Et c'est en train de se passer actuellement. Et j'ai vu comment je l'ai fait volontairement. J'invite les gens, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, à ne surtout pas censurer cela. Et bien sûr que Facebook il faut absolument le faire et garder en archive. C'est immonde ce qui se passe. Donc le génocide se poursuit aujourd'hui. On n'en parle même plus. Le gouvernement français ne fait rien du tout, c'est pas vrai. Il ne réagit même pas, il laisse faire le génocide. Et maintenant, nous savons que la CIA est directement impliquée. 18 agents de la CIA sont arrivés hier à Beyrouth, d'accord. Et maintenant, nous avons la preuve qu'ils ont participé à l'assassinat de Seyed Nasrallah. On a la preuve, d'accord, qu'ils étaient là, etc. Ils ont permis de détecter des agents de la CIA. Et c'est pas une chose en l'air, c'est véridique. Et actuellement, ce génocide se poursuit, la résistance se poursuit. Et au Liban, particulièrement, Netanyahou a fait la démonstration que son seul avantage, c'est de se tuer. Il s'est tué. Il s'est tué avec l'accord de tout l'Occident. Mais en face, il a un peuple qui sait résister. Et actuellement, on se rend compte que toute la direction donc de Hezbollah qui avait été détruite, au plan militaire, c'est complètement reconstitué. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes. Elle s'est complètement reconstituée. Et le drame,
on se demande encore combien il va faire de milliers de morts. Au Liban, on en est à 2300, quelque chose comme cela. Et en Palestine, malheureusement, on arrive à une chose, c'est qu'on n'arrive même plus à dire tellement l'horreur et même à compter. Mais ce que je veux dire, c'est que Netanyahou n'arrivera à rien. Et si l'Occident s'imagine qu'il va faire plier les peuples palestiniens et libanais et autres, il se trompe complètement. Et l'Occident qui suit Netanyahou dans sa folie aujourd'hui, et la folie américaine, parce que c'est une guerre américaine, c'est d'abord une guerre américaine. Les bombes qui sont distribuées actuellement, on a des images, des bombes à billes. Ils utilisent des bombes à billes, vous savez, des bombes avec à l'intérieur des milliers de billes d'acier qui se répandent dans tous les sens comme ça. Ils utilisent les bombes au phosphore, ils utilisent les bombes à vide, vous savez, qui aspirent l'oxygène, et ça fait tout s'effondrer d'un coup comme ça. C'est des bombes qui aspirent l'oxygène, c'est effroyable. On a les cluster bombes, on a les bombes qui ont justement détruit de nombreux immeubles à Beyrouth actuellement. Hein. Ces bombes qui attaquent en profondeur même, mais aussi les abris. Donc tout cela, c'est l'Occident, c'est une guerre occidentale, c'est effroyable. Et par son silence, par leur silence, les peuples occidentaux, il y a quand même des peuples qui réagissent en Occident, on l'a vu en Espagne, en Irlande, mais encore très insuffisamment en France, eh bien, justifient un génocide. Les gens qui laissent faire aujourd'hui sont coupables de complicité avec génocide. Et pour commencer, les gouvernements. Donc voilà ce que je veux dire, on n'est pas dans une guerre, c'est pas comme Le Monde le titrait l'autre jour, tension au Proche-Orient, regain de tension au Proche-Orient. Mort dans une explosion. Voilà, 28 enfants tués et réfugiés tués dans une école. C'était il y a une semaine. Toutes les écoles sont prises comme cible. Alors voilà ce que je veux dire, c'est que je le dis. Merci beaucoup, Youssef. Voilà, diffuser ces images, au contraire, au maximum. Merci beaucoup, Youssef. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On fait une petite pause de 5 minutes et les autres, ils enchaînent juste après. On va merci, Mariam. Tarder. Merci beaucoup. Mariam. On va pas tarder plus longtemps. Merci Samir, surtout. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Merci à l'équipe technique qui va prendre une petite pause avant de reprendre juste après aussi. Et on dit à très bientôt en liberté, Inch'Allah.